Bonsoir et bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Donc, ouvrons ensemble les sommaires. Au 5e jour de consultation nationale au Palais de la Nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les autorités coutumières de la République démocratique du Congo, les associations de province, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens gouverneurs de la Banque centrale du Congo, ainsi que le président honoraire du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Les députés nationaux du Palou, Willy Makiachi, demandent au chef de l'État de reconsidérer les ordonnances nommant les juges de la Cour constitutionnelle. L'élu du parti Lumumbiste unifié l'a dit hier devant la presse. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Les consultations initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se poursuivent pour ce vendredi 6 novembre 2020. Le président de la République a reçu les autorités coutumières. L'ancien président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, a fait également partie des personnalités qui ont été reçues ce jour. Papi Katasi et Précieux Mangonzoy. C'est ici, au Palais de la Nation, de la commune de la Gombe, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a planté son beau décor pour recevoir différentes personnalités des différentes catégories professionnelles de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, bien sûr, en quête d'une large consensus de l'Union sacrée pour la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a dû brosser la situation, l'autopsie, l'état des lieux de la République depuis son accession à la magistrature suprême, et à ce jour, il y a effectivement dans ces dires une inquiétude d'une descente galopante de la République, d'une insécurité galopante et d'une insécurité institutionnelle qui en fait mettrait à mal la sécurité des populations, le développement des entités. Or, les entités sont avant tout coutumières, parce que la loi sur l'autorité coutumière fixe le village, le groupement, la chefferie. Et nous sommes les détenteurs de ces terres, les détenteurs de ces communautés. Il a voulu nous entretenir sur ce qui se passe. Nous avions répondu d'abord en les remerciant de cette invitation, de cette considération. Nous lui avions rassuré de l'engagement de l'autorité coutumière conformément à notre loi. Voilà, vous l'avez compris, le chef de l'État est en train de mener tambour battant, séance marathon ici au Palais de la Nation pour recevoir différentes personnalités en quête bien sûr d'un consensus national pour la paix en République démocratique du Congo. Depuis le Palais de la Nation de la commune de la Gombe, Papi Katasi, Précieux Mangonzoy pour le compte d'Antena. Merci Papi Katasi. Dans le même chapitre, les personnalités œuvrant dans le secteur du diamant ont été reçues par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était hier jeudi 5 novembre 2020. C'est un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Quand la politique va bien, l'économie marche aussi. C'est en ces termes que le représentant des commissionnaires de diamant, Albert Kalonji Ditunga, s'est exprimé au Palais de la Nation à l'issue de leurs échanges avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la délégation des diamantaires, seule l'union sacrée de la nation permettra au pays de mieux assurer la relance de l'économie. Le Centre de réflexion juridique de la lutte contre la corruption a tenu à apporter aussi sa contribution à la réflexion sur la constitution de l'union sacrée de la nation. Pour le chef de la délégation Franck Kalolo, le président de la République a besoin des animateurs des institutions soucieux de l'accompagner dans sa mission pour le bien-être du peuple congolais. L'Ordre national de médecins vétérinaires n'est pas demeuré en reste. Une délégation de cette corporation a exprimé au chef de l'État sa volonté d'apporter la pierre à l'édifice dans la démarche pour l'instauration de l'union sacrée de la nation. Reçu à son tour, le président de l'intersyndicale nationale du Congo suggère la dépolitisation de la gestion des entreprises de la RDC. Il n'y a pas une crise politique, mais plutôt une crise de positionnement des individus, a indiqué le camarade Guy Koukou Jedila,
au nom de la délégation de l'intersyndicale nationale qui a émis le vœu de voir autour du chef de l'État des animateurs des institutions soucieux du bien-être de la population congolaise. Les communautés religieuses ont aussi salué l'idée du chef de l'État sur la création de l'Union sacrée de la nation. Tout en soutenant les actions du président de la République, les représentants des églises Liloba, Logos Rema et groupes adventistes du 17e jour ont proposé l'instauration d'un pacte de paix en RDC permettant de marcher dans un nouveau chemin, celui de la paix. Le Grand Équateur a répondu massivement à l'appel à l'Union sacrée de la nation lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une forte délégation représentative de 50 personnes, parmi lesquelles 5 gouverneurs, des sénateurs et autres acteurs politiques, s'est entretenu longuement avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la quintessence de son message à la nation. Selon les sénateurs Jacques Ndjoli, le Grand Équateur soutient la requalification de l'action de l'État et la refondation de l'action gouvernementale qui devra prendre en compte les aspirations de cet espace de la RDC. Bouclons ces chapitres de consultation par cette brève. Le leader de Ensemble pour la République est arrivé ce vendredi 6 novembre 2020 à Kinshasa. Moïse Katumbi Tchapoué sera reçu demain samedi 7 novembre 2020 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de consultation nationale. Dans un autre chapitre, le nombre de déplacés se multiplie chaque jour à cause de l'insécurité dans certains territoires par manque de prise en charge. Les enfants déplacés courent à la mendicité pour survivre. Le gouvernement central a accéléré le processus de désarmement déjà engagé avec les différents groupes armés pour mettre fin à l'insécurité dans ce coin du pays. Le reportage est de Tony Nzolameso, notre correspondant en Ituri. La situation humanitaire en province de l'Ituri mérite une attention particulière. Malgré les engagements pris ça et là par les groupes armés, chaque jour qui passe, le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter suite aux exactions en répétition observées dans certains territoires. À ce jour, la province de l'Ituri compte 1,6 million de déplacés répartis dans les familles d'accueil et différents sites à travers la province. Ces derniers vivent pour la plupart dans des conditions inhumaines. Ils sont confinés dans une tente de 2 à 3 mètres par ménage et manquent de quoi vivre. Conséquence, les enfants sont obligés de faire usage de l'article 15 pour survivre. Ils sont visibles dans presque tous les coins de la ville, les jours comme la nuit, exposés ainsi aux intempéries et à l'insécurité par manque de prise en charge. Certains parmi eux se livrent même aux pratiques peu tolérantes telles que la drogue, le tabagisme, la mendicité et même la débauche pour celles ayant atteint l'âge de 12 ans. De passage à Bunia, le ministre en charge des actions humanitaires et solidarité nationale, Steve Mbikai Mabulu, qui, conscient de cette triste réalité, a tenté de calmer la tempête sans succès. Il a fait don de quelques vivres et non aux plus vulnérables seulement, avec promesse de faire pression au gouvernement central pour des solutions idoines. Promesse qui, jusqu'à ce jour, reste lettre morte. Au stade actuel, les besoins sont tellement immenses que le gouvernement provincial, vu les difficultés qu'il éprouve, ne sait satisfaire faute de moyens. Se déplacer pour la plupart manifestent déjà la volonté de retourner dans leur village pour des travaux champêtres, mais difficiles faute de l'insécurité. Le gouvernement central devrait agir sans tarder en accélérant les processus de désarmement déjà entamés avec différents groupes armés signataires d'actes d'engagement unilatéral pour mettre fin à l'insécurité, cause majeure de mouvements des populations vers la ville. Par cette réflexion, le gouvernement provincial lance un cri d'alarme aux autorités du pays, baillards de fonds et aux personnes de bonne volonté pour sortir l'Ituri de cette situation désastreuse afin d'étouffer le plus tôt possible cette bombe à retardement avant que le pire n'arrive. À Kinshasa, la zone économique spéciale de Maluku sera bientôt aménagée sous la supervision de Statgos Group. La cérémonie de remise du procès verbal par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est déroulée dans la commune de Maluku en présence du ministre provincial de l'Intérieur, représentant du gouverneur empêché Sylvain Kapombo Bosengele. Lors d'une cérémonie organisée sous le haut patronage du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba,
Ce dernier a officiellement remis les procès-verbal consacrant l'aménagement et la gestion du site de la zone économique spéciale des Maluku, créé par l'arrêté numéro 12/021 du 16 juillet 2020. Désormais, c'est la firme Strategos Group qui en a reçu la charge en termes d'infrastructures pour exploiter et gérer cette zone et d'assurer sa promotion et commercialisation des terrains auprès des opérateurs économiques qui vont exprimer les besoins. Sam Leka, ministre provincial de l'Intérieur, qui a représenté à cette cérémonie Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est réjoui de la mise en œuvre de ces projets pilotes qui visent l'industrialisation de la ville de Kinshasa en léthargie. Nul n'ignore que le secteur industriel de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Kinshasa en particulier, dont le secteur industriel faisait jadis la fierté de notre pays, a connu un long cycle de désindustrialisation à cause des problèmes de mauvaise gouvernance ainsi que des différents troubles qui ont jalonné l'histoire de notre pays. Cette situation a y entraîné comme conséquence la disparition des pans entières des secteurs industriels qui donnaient des emplois à nos populations et contribuaient de manière significative au budget de l'État. Avec ses 885 hectares, ses 6500 mètres de clôture, la zone économique spéciale des Maluku va dans les tout prochains jours connaître une autre cérémonie, celle de la pose de la première pierre par les chefs de l'État pour la construction des infrastructures. D'où l'appel lancé par Julien Paluku, ministre de l'Industrie, aux entreprises locales en vue de s'impliquer dans ces projets. Willy Makiachi, en sa qualité de professeur et praticien de droit, a réuni la presse le jeudi 5 novembre 2020 au salon Lubumbashi du Pullman Hotel à Gombe pour expliquer l'inconstitutionnalité de l'ordonnance présidentielle du 17 juillet nommant les juges au sein de la Cour constitutionnelle. Les propos de Willy Makiachi ont été recueillis par Papi Katasi et Rigo Moulopo. Cette nomination tombe sous les coups de l'article 4 de la même loi organique qui dispose impérativement et expressément qu'est nulle de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de cette loi organique. Dès lors, le rejet de ces ordonnances par les autres institutions de la République, les observations critiques émanant de toutes les couches sociales et de tous les coins de la République, et finalement la clameur publique qui ne cesse de s'amplifier autour de ces violations constitutionnelles par les ordonnances présidentielles précitées, concourent et convergent tous gravement vers l'affirmation sans équivoque de l'illégitimité manifeste de la Cour constitutionnelle dans la mesure où, notamment, sa composition est inconstitutionnelle en violation de l'article 158 de la Constitution et où certains de ses membres ont été nommés en violation des articles 2 et 28 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, sans perdre de vue l'imbroglio et les chaos qui ont caractérisé la sombre et pénible organisation de la prestation des serments, le mercredi 21 octobre 2020, des 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. C'est suite à cette clameur publique, grave et persistante, que la presse locale s'en est faite l'écho pour réclamer, d'une part, l'implication des structures internes telles que la MONUSCO, les confessions religieuses, etc., et d'autre part, l'implication de l'Union africaine et des organisations sous-régionales telles que la SADC, afin de ramener à la raison les violations bien identifiées de la Constitution et prévenir ainsi des crises et des conflits aux conséquences imprévisibles.
Et puis Sylvain Kapombo Bosengele nous fait savoir que la haute cour militaire qui juge au degré d'appel le prévenu Ongala Mukalaï Dodé, poursuivi pour non-assistance à personne en danger, a poursuivi hier jeudi 6 novembre 2020 l'instruction de cette affaire avant de renvoyer la cause à une semaine pour la plaidoirie de partie au procès suivi. L'affaire opposant au degré d'appel le commissaire supérieur adjoint Ongala Mukalaï Dodé à l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire, a été appelé le jeudi 5 novembre 2020 devant les derniers ressorts de la justice militaire. Les prévenus a été condamné au premier degré par la cour militaire du Katanga à 2 ans de servitude pénale principale avec admission des circonstances atténuantes pour non-assistance à personne en danger. Insatisfait de la sentence, cet officier supérieur de l'unité police de police et ancien commandant des CCO, une organisation créée par la MONUSCO pour lutter contre les criminels à Kalemi, a relevé appel pour mal jugé. Au cours de cette audience, la défense du prévenu a argumenté sur les motifs de ces mal jugés. Pour elle, l'œuvre du premier juge contient beaucoup de contradictions. Le premier juge dit ceci. Elle relève que, puisque la responsabilité des opérations revenait des droits au prévenu Ongala, c'est donc celui-ci qui doit en répondre en cas de faille, d'autant plus que si ces derniers les avaient bien coordonnés, l'intervention aurait eu lieu dans un temps raisonnable. C'est ce que le premier juge dit. Mais il oublie que lui-même, précédemment, a reconnu que le CCO n'avait pas de moyens adéquats. Et par quelle magie le commandant CCO pouvait opérer pour intervenir dans une famille qui était en détresse et pendant la nuit, sans carburant dans l'unique Jeep qu'avait le CCO, le 2 téléphones qui étaient à la disposition du CCO étaient hors usage. Et ça ressort donc de l'arrêt du premier juge. Et lorsqu'on motive de cette manière-là, on chute par la condamnation, nous sommes un peu perdus. Cette cause a été renvoyée à la huitaine, c'est-à-dire le jeudi 12 novembre, pour les réquisitoires du ministère public, organe poursuivant, et la plaidoirie de la défense. Et puis cette bonne nouvelle pour la population de la municipalité d'Ngaliema. Sachez que pour lutter contre les effets de la Covid-19, la Fondation Vodacom Congo, en compagnie du ministère du Développement rural, a procédé hier jeudi à l'inauguration de 2 forages d'eau potable dans 2 quartiers de la dite commune, à savoir Congo et Bumba, au grand bonheur de la population de ce coin de Kinshasa. Patrick Borel Mukendi et Juzen Belebele pour le reportage. Encore une action des cœurs posée par la Fondation Vodacom Congo en collaboration avec le ministère du Développement rural. 2 forages d'eau potable ont été érigés, l'un au quartier Congo, précisément à la paroisse Saint-Jean, et l'autre au quartier Bumba, tous 2 dans la commune de Ngaliema. Désormais, les habitants de cette municipalité ont accès à l'eau potable après l'inauguration intervenue jeudi 5 novembre 2020. La population était dans un besoin réel d'eau. Il ne convient pas de nous rappeler ici les coupures de sommeil et les distances à parcourir pour chercher et rechercher de l'eau. Bidon à la tête et parfois bébé au dos. Au regard de cette carence de la population du quartier Congo, la Fondation Vodacom prouve qu'elle est proche de la population. Guy Mikulu, ministre du Développement rural, a remercié la Fondation Vodacom Congo pour les gestes de générosité. Aujourd'hui, puisque hier, la transformation de l'ancien service national hydraulique rural en établissement public traduit en concret la matérialisation de la mise en œuvre du développement à partir de la base, étant donné que ces organes opérationnels seront installés dans les 145 territoires et dans les 38 villes que compte notre pays. Viviane Molenda, patronne de la Fondation Vodacom Congo, a exhorté les habitants à une bonne utilisation. Grâce à cet ouvrage qui vient une fois de plus conforter
La réputation légendaire des Vodacom Congo d'être tout le temps à l'écoute des besoins sociaux de la population, une page vient d'être tournée. En plus, en effet, plus de 40 000 personnes et des dizaines de milliers de ménages auront désormais accès à l'eau potable, oubliant les facteurs des risques d'insécurité à laquelle bon nombre de personnes étaient exposées par le passé. Éblouis par ces dons, bourgmestres, notables et habitants de Ngalema, très souvent abandonnés à leur triste sort, n'ont pas retenu leur émotion et ont manifesté une vive joie. Après la coupure du ruban symbolique, la population a manifesté son enthousiasme en se servant elle-même en eau potable, tout en remerciant la Fondation Vodacom qui vient répondre à un véritable problème qui sévissait dans ces quartiers. En sport, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le coach principal de Léopard de la République démocratique du Congo, Biemessengi Christian, a convoqué 25 joueurs et 8 réservistes pour le match du 14 et 17 novembre à Luanda et à Kinshasa. Patrick Borel-Mukendi. Pour la double confrontation face au Palancas Negras d'Angola, comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, prévu le 14 novembre à Kinshasa et 4 jours après, soit le 17 du même mois à Luanda, les sélectionneurs nationaux des Léopards de l'Air des Congo, Christian Sengi-Biembe Seseko, a fait appel à 25 combattants pour ces rencontres de vie et de la mort. Comme les styles des champs, Tengi aura 8 autres joueurs qui auront les statuts des réservistes. La plupart des cadres de l'équipe nationale y figurent. Et surtout les absents du dernier stage du Maroc. Mpoku, Kakuta et Mbemba seront présents pour cette double affiche. Il y a aussi les retours des Bopé, Afobé et Ngonda. Avec 2 nuls et 2 sorties, les Léopards joueront aux hérissons et aux lièvres ces matchs car l'adversaire direct ou en face est dernier au classement avec 1 point. Ce groupe est dominé par les Gabon et la Gambie qui ont chacun 4 points. A noter que les joueurs vont se regrouper à partir du 9 novembre dans la commune de Lantélé à Kinshasa, précisément dans le beau cadre du Safari Beach. Kiasumboa, Bruce Fayoulou, Jackson Lunanga comme gardien. Issa Mampeko, Kalulu, Luindama, Tisran, Mbemba, Ungenda, Ntsakala, Ngonda comme défenseurs. Ngoma Mutusami, Bongala, Bopé, Mfulu, Kebano, Kakuta, Botaka, Maswaku, Mpoku au milieu de terrain. Et comme attaquants, Wissa, Afobé, Bakambu et Béa. Les réservistes sont Djouma, Kaembe, Kololo, Kimvwidi, Ifunga, Kayamba, Kabamba et Kabongo. Bonne chance à nos fauves. Il faudra bien gérer ces 2 rencontres pour rebondir au classement. Qui vivra verra. Gardons encore Patrick Borel-Mukendi qui nous fait savoir que le jeune tennisman de Lubumbashi, aspirant à devenir de grands champions de la balle jaune, reçoivent un bon encadrement des autorités du club tennis Bwiza Academy que dirige le président Bwiza Akokwa. Ces athlètes du Haut-Katanga tiennent à mieux défendre l'image de cette province dans les compétitions nationales de fin d'année. Reportage. Avec la Coupe du Congo des tennis qui se pointe à l'horizon, Bwiza Tennis Academy de la province du Haut-Katanga, qui encadre les jeunes de 3 à 16 ans, place au premier plan les talents. Bwiza Nkonkwa a des ambitions gigantesques pour cette académie. Le moyen, c'est le moyen de bord. Je sais qu'il y a le moyen qui arrive. Je sais qu'il y a une dynamique qui se crée pour que le tennis puisse être le tennis compétitif au niveau international. Et je sais que les moyens vont suivre, mais on ne peut pas rester les bras croisés en attendant les moyens. Avec des balles que nous achetons, avec l'aide de Dieu qui jusque-là pourvoit à ces quelques équipements, avec l'aide de Dieu qui pourvoit à ces quelques équipements. Et nous allons petit à petit faire un appel pour que ça ne soit pas que d'une poche que sortent ces quelques équipements, mais plutôt qu'il y ait une dynamique qui puisse amener le tennis des jeunes
vers un niveau professionnel. Les personnes de bonne volonté peuvent toujours venir à la rescousse de ces tennisman et tenniswomen de Lubumbashi. Bouiza Tennis Academy, qui encadre le jeune, a la vision de former des grands champions à l'image de Nancy Onia Allison et Christian Saïdi Utopio. Suivons à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Quatre personnes ont été arrêtées vendredi à Abuja lors d'une manifestation contre les violences policières, 10 jours après la fin des mouvements sociaux qui ont secoué le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, ont affirmé les organisateurs de la manifestation. Au Cameroun, le cardinal archevêque émérite de Douala, Christian Toumi, a été libéré ce vendredi, a annoncé à l'AFP l'archevêque de Douala, Samuel Cléda. Âgé de 90 ans, le cardinal avait été enlevé jeudi soir dans l'ouest à majorité anglophone où les combats se poursuivent entre l'armée et les séparatistes. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré vendredi que l'opération militaire contre la région dissidente du Tigré a des objectifs limités, atteignant la rhétorique guerrière utilisée la veille par les deux camps. Environ 200 camionneurs marocains se trouvent coincés à la frontière du désert entre la Mauritanie et le Sahara occidental. Ils seraient du côté mauritanien de la frontière, sans accès à l'eau potable, à la nourriture, certains souffrant de maladies chroniques. La mauvaise foi jusqu'au bout, de plus en plus isolé, Donald Trump continue de lancer sans preuve des accusations de fraude envers et contre tout. L'équipe du président sortant veut convaincre le fait que les délais pour récompter les bulletins sont dépassés. C'est un reportage de Euronews. La mauvaise foi jusqu'au bout, de plus en plus isolé, Donald Trump continue de lancer sans preuve ses accusations de fraude. Envers et contre tout, l'équipe du président sortant veut convaincre du fait que les délais pour recompter les bulletins sont dépassés. Il y a des questions sur qui a changé ces délais. Était-ce le législateur? Était-ce une commission électorale? Était-ce un tribunal? Et si c'était un tribunal, a-t-il abusé de ses pouvoirs en vertu de la constitution d'un État ou de la constitution fédérale? C'est ainsi qu'ils essaient de tirer parti de ces affaires en essayant de les faire passer du niveau d'un État au niveau fédéral afin de pouvoir les soumettre, espère-t-il, aux juges fédéraux de la Cour suprême qui ont été nommés par Donald Trump. Les procédures principales ont été lancées dans les États clés de la Géorgie, du Nevada, du Michigan et de Pennsylvanie, les derniers États à annoncer leurs résultats. Il y a 20 ans, la course entre George Bush et Al Gore avait été gagnée après qu'une bataille juridique sur la Floride était allée jusqu'à la Cour suprême. Mais les juristes ne s'attendent pas cette fois à ce que la même chose se produise. 2000 est probablement l'élection qui revient le plus à l'esprit quand on parle de la Cour suprême. La Cour suprême avait revu la décision de la Cour de Floride et avait émis son avis le 12 décembre, juste avant la date limite pour nommer les grands électeurs. Donc même si l'équipe de Trump essaie de retarder cette décision, de la transmettre aux grands électeurs, puis de la certifier au Congrès, il ne peut pas juste passer le relais à la Cour suprême et dire que cette élection était injuste. Trump dit qu'il va se battre jusqu'à la Cour suprême, mais on ne sait pas si toutes les poursuites qu'il intente vont aller jusque-là, et même si l'une d'entre elles serait de nature à changer le résultat de l'élection. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Le professeur Willy Makiashi constate l'illégitimité de la Cour constitutionnelle, c'est le titre de la prospérité. Avocat et ancien vice-premier ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Willy Makiashi est revenu sur les ordonnances portant nomination de 3 juges constitutionnels qui d'ailleurs ont prêté serment devant le président de la République. Au regard des dispositions pertinentes de l'article 158 de la Constitution et des articles 2 et 28 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui ont été toutes littéralement violées par le président de la République dans son ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020, portant nomination de 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Cette nomination
tombe sous le coup de l'article 4 de la même loi organique qui dispose impérativement et expressivement qu'elle est nulle de plein droit. Toute nomination intervenue en violation des articles 2, 3 de cette loi organique. La République note Moïse Katumbi à Kinshasa ce vendredi. Figure emblématique de l'opposition congolaise, Moïse Katumbi ne pouvait rester en marge de la dynamique visant à sortir la République démocratique du Congo du gouffre dans lequel le pays se trouve. Aussi a-t-il accepté l'invitation lui lancée par le président de la République en annonçant son arrivée à Kinshasa. La bonne gouvernance, pour sa part, renseigne que c'est l'heure de la vérité, le tête-à-tête Tshisekedi-Katumbi prévu le week-end. Et Kabila s'interroge l'hebdomadaire. Attendu à Kinshasa, Moïse Katumbi va être consulté samedi par Félix Tshisekedi. Que vont-ils se dire maintenant que l'heure de vérité a sonné pour ces deux hommes qui ne se sont plus vus depuis l'épisode Genève? Katumbi pourrait-il accepter de faire participer ces hommes à un futur gouvernement auquel prendrait également part le partisan de Joseph Kabila? Reste à savoir ce qu'en pense Joseph Kabila qui pour le moment, avec sa majorité dans les deux chambres du Parlement, représente la première force politique institutionnelle du pays après l'institution président. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. C'est aussi la fin de ce journal, mais pour ceux qui l'ont pris en cours, prenez le rappel de titre. Au 5e jour de consultation nationale au Palais de la Nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les autorités coutumières de la République démocratique du Congo, les associations de province, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens gouverneurs de la Banque centrale du Congo, ainsi que le président honoraire du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Les députés nationaux du Palou, Willy Makiashi, demandent au chef de l'État de reconsidérer les ordonnances nommant les juges de la Cour constitutionnelle. L'élu du parti Lumumbiste unifié l'a dit hier devant la presse. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.